Alors, vous connaissez Pierre, il va nous partager un peu ce qu'il a vu au Venezuela. Je sais qu'il y a plusieurs confrères qui ont demandé des questions, surtout concernant l'attentat, le supposé attentat qui serait arrivé à Maduro. Alors, pour ne pas justement qu'il soit obligé de répéter à tout le monde ces choses, alors on a décidé de se rencontrer ici aujourd'hui, ceux qui le désiraient. Et j'aurai une petite information à vous donner à la fin de son témoignage, juste avant le dîner. Alors, je te laisse la parole. Avec plaisir. Je pense que ce serait bon de prendre les micros parce que c'est plus facile pour certains confrères qui ont des problèmes. Dur pour la réponse. Je vais vous dire que je ne suis pas tellement... Quand Louis-Antoine m'a demandé ça hier, je me suis rappelé, le père Boisvert se rappellera de ça, que le père Boudreau était allé au Venezuela. Il faudrait qu'il mette plus proche. Ah bon, OK. Ça m'a rappelé qu'à un moment donné, avant que Julien Marie et moi, on aille au Venezuela, le père Boudreau était allé au Venezuela, puis il était allé au Mexique. Et en revenant, il avait donné une petite conférence et écrit quelque chose, et les Vénézuéliens n'étaient pas contents de ce qu'il avait dit. Parce que quand on passe 15 jours à quelque part, on peut difficilement donner un jugement sur la réalité. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui m'arrive quand vous me demandez de parler aujourd'hui. Je peux vous dire qu'est-ce que j'ai vu, mais je ne peux pas donner un jugement sur ça, parce que je trouve que c'est trop compliqué. C'est très compliqué. Je suis allé avec parce qu'on m'avait demandé, on m'a invité à donner la retraite aux Eudis du Venezuela. Donc, c'était la raison pour laquelle je suis allé. Et je vous dis il y a 26 incorporés au Venezuela. Parmi 26 incorporés, il y a 3 évêques. C'est quand même quelque chose. 3 évêques retirés, qui est le Rojo, qui a 94 ans, le père Bermudez, qui va avoir 90 ans, et Marquez, qui aura 82 ans, 83 ans. Donc, ça, c'est les 3 évêques. Lui, les autres, ils sont assez relativement jeunes. Il reste 3 jeunes, 3 personnes plus âgées, disons, dans la soixantaine et 70, qui est Rangel, Rivas, les deux, ça c'est les Magella. Les autres, c'est de 59 en descendant. C'est mineur. Des mineurs. Parmi eux, alors de ces 26 incorporés, il y en a 3 qui vont être ordonnés prêtres en octobre et novembre. Il y a 3 diacres présentement. Donc, c'est quand même quelque chose de penser que 3 prêtres de plus, c'est quelque chose. Donc, c'est un peu la situation des confrères que nous retrouvons là. Et ils vivent cette réalité avec beaucoup, je trouve que beaucoup de foi, et en aidant beaucoup aux personnes, à leur paroisse. Parce que la majorité, sauf ceux qui sont au séminaire de Mérida et ceux qui sont à Marinas dans le séminaire, les autres sont tous dans les paroisses. Et les paroisses pauvres. Les paroisses pauvres. Et s'il y a une paroisse qui est à peu près de classe moyenne, appelons ça comme ça, qui est celle de Caracas, eh bien, avec toute cette situation comme l'on connaît, les quêtes sont très, s'en sont ressenties beaucoup, de telle façon qu'ils peuvent difficilement vivre avec ce qu'ils font. C'est une autre réalité assez difficile. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on regarde les confrères, assez jeunes quand même, et une maison de formation où il y a 11, en dehors des 3 diacres, il y a 11 étudiants. Parce que, alors des 11 étudiants, à ce moment-ci, il y en a 3 qui sont à Val-Maria en train de faire l'année spéciale. Espèce de noviciat. Ils ont commencé à la fin juillet, mais un n'a pas pu y aller parce que le gouvernement lui a pas donné son visa, son passeport. Vous viendrez dans 3 mois pour voir si le passeport, on vous le donnera.
Donc, il est resté chez lui. Ça, il n'y avait pas d'autre raison, pas d'autre chose à faire. Donc, c'est un peu... Ça veut dire que ces trois-là, au moins, sont à l'extérieur. Et les autres, ben, sont là. L'Église, ben, comme vous en avez entendu parler, l'Église a beaucoup de difficultés avec le régime. Beaucoup de difficultés avec le régime. Je vois, par exemple, le cardinal Rossa n'allait jamais à la curie romaine au centre. Alors, si quelqu'un voulait le voir, il fallait qu'il aille à sa maison, à lui, à Alta Florida. Parce que il se faisait insulter chaque fois qu'il allait à la place. Donc, pratiquement, il n'est jamais allé à la curie. Et il y a eu comment est-ce qu'on appelle ça? Le départ du cardinal, puis l'arrivée du cardinal. Le départ du cardinal Rossa puis l'arrivée du cardinal Porras, ça ne s'est pas fait à la cathédrale parce qu'on ne peut pas y aller à cause de toutes ces situations-là. Donc, ils ont fait ça à la Chiquinquirá, où il y a un stationnement et où les gens... C'est un peu plus simple. Donc, tout ça, ça veut dire que pratiquement ce qui s'appelle la curie archidiocésaine, on ne peut pas s'en servir. Elle est trop proche du gouvernement, trop collée sur le Congrès. Donc, c'est un peu ça le problème. Et c'est quoi qu'on appelle la curie diocésaine? Les services diocésains. Où reçoit l'archevêque. Il ne pouvait pas faire. Donc, ça fait des années déjà qu'il ne se rendait pas à la curie. Il restait dans sa maison et les gens qui voulaient le voir venaient le voir là parce que c'était impossible. Donc, Nicolas, notre confrère Nicolas, qui a 89 ans, a toujours continué. Le cardinal Rossa lui a jamais permis de se retirer. Fait qu'il est toujours près de lui ou dans une réunion, etc., etc. Jusqu'à maintenant. Donc, cette situation rend difficile aussi toutes sortes de... On a pratiquement depuis Chavez, on a pratiquement fermé la porte à la venue de tout prêtre étranger. Donc, il n'y a personne qui est rentré après ça. Moi, pendant 3 ans que j'étais là, j'avais demandé pour le centrafricain. Et jamais. Même j'ai essayé d'avoir d'essayer par à côté, jamais. Donc, c'est encore que pareil aujourd'hui. Et dans cette situation que l'on connaît, beaucoup de prêtres étrangers, pour leur âge ou pour une autre raison, ont laissé le pays aussi. Donc, ça veut dire que l'Église est moins étrangère, il y a moins d'étrangers dans le pays. Malgré tout, je me suis retrouvé avec un ou l'autre assez âgé. Le père Boisvert connaît Alberto Grusson, un Belge qui travaillait là. Ben, je pense que c'est le seul qui demeure, qui est là. Il y a 80 quelques. Et il est encore là. Je ne pensais pas qu'il était là, mais je l'ai retrouvé pendant qu'il était là. Donc, c'est pour vous dire que même l'Église, d'une certaine façon, souffre de cette situation, même au point de vue personnel, si on peut dire. D'autres me disaient, il y a bien des jeunes prêtres vénézuéliens qui sont tentés de partir aussi. Tu sais, là, quand tu vois que tout le monde part, tous les jeunes partent, parce qu'on prétend qu'il y a 3 millions de Vénézuéliens qui sont sortis du pays. 3 millions, c'est beaucoup. Et tous les jours, à San Antonio, la frontière avec le Venezuela, avec la Colombie, 15 000 personnes passent à pied le pont entre San Antonio et Cúcuta. 15 000 personnes, c'est pratiquement, c'est un flot de personnes qui s'en vont à la recherche de quelque chose de mieux, soit en Colombie, et si en Colombie ça ne fonctionne pas, on continue au Pérou, en Équateur ou ailleurs. Donc, c'est une réalité aussi qui est assez importante. Devant ça, ben, on a une Église qui dit des choses,
le cardinal Balthazar me disait que, il dit, dans les derniers 3 mois, le gouvernement a changé de politique envers l'Église. Il l'ignore. Il sait tout, mais il l'ignore. Donc, il n'y a pas eu de félicitations pour Balthazar, il n'y a pas eu de remerciements au cardinal Eurosset. Rien. On l'ignore totalement. Peut-être mieux dans le fond, mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, c'est leur politique. On ignore l'Église. Ce qui n'est pas le cas d'habitude. Je veux dire, il y aurait eu certainement un représentant du gouvernement qui aurait été à l'arrivée du cardinal ou à la sortie de l'ancien, certainement. Mais de toute façon, on ignore totalement. Fait que c'est pour ça que je vous dis, l'Église est aussi, d'une certaine façon, en souffre, elle aussi. Quand on parle du pays comme tel, ben je vous en ai parlé. Vous avez vu les nouvelles, vous avez vu souvent des journaux, mais jamais je m'étais imaginé voir ce que j'ai vu. Je veux dire, on peut dire qu'il y a des difficultés pour la nourriture, etc. Mais quand on le voit, quand on le souffre soi-même, c'est pas pareil. Des queues interminables de gens qui font de la queue pour qu'on leur donne du riz ou des caraotas negras ou quelque chose comme ça. Alors, Ramon Rivas, il me racontait qu'il avait décidé de faire la queue avec le provincial une journée pour aller chercher du riz. Il dit, on est à 4 heures du matin. On a fait la queue. Puis quand je suis arrivé à la place, il n'y en a plus. Fait que, il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y en a plus. Puis il dit, là, il y a un monsieur qui m'a vu, qui m'a reconnu. Il a dit, attendez une minute. Puis il dit, il m'a rapporté 2 kilos de riz. Fait que quand les 2 kilos de riz, là, quand il y a une maison de formation à nourrir, plus les confrères qui sont là, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Fait que c'est pour ça que vous dites, on est toujours dans comment on dit l'escassesse? Le manque. Pauvreté. Dans le on manque toujours de quelque chose. J'ai pas vu de pain pendant que j'étais là. Parce que, et Magellette souffre beaucoup parce qu'il n'aime pas les arepas. Donc, quand il y a un petit morceau de pain, il dit, quand il y a un morceau de pain, je suis bien content. C'est ça que je dis. Le manque, c'est un peu ça ce qu'on souffre. Et je crois que asseyez-vous. Okay. C'est un peu ça qu'on souffre de voir qu'il y a quelque chose sur la table, mais on se rend compte qu'il ne faut pas en prendre beaucoup. Parce que c'est bien calculé, c'est très bien calculé, et j'ai pas vu beaucoup de viande pendant que j'étais là, vraiment. J'ai pas vu beaucoup de viande. J'ai vu quelques morceaux de poulet ou quelque chose comme ça, mais tout le monde le célébrait en plus. Tout le monde célébrait ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est ça qui me surprend. Quoi faire pour avoir quelque chose à manger? Ben, il y a les queues dont je vous parlais. Les séminaristes vont faire la queue, puis ils rapportent ce qu'ils peuvent rapporter. Quand on fait la queue, ça coûte moins cher un peu. Ça coûte un peu moins cher. Mais après, il y a le marché noir. Affreux. Le marché noir. Alors, j'ai participé à une rencontre de marché noir parce que le provincial dit « Monte avec moi ». Alors, on est parti avec son auto, puis on s'est en allé dans un parc. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'on fait ici? Attends, tu vas voir, attends. Au bout de 5 minutes, ou 18 minutes, il y a une madame qui est arrivée, elle a stationné son auto juste à côté. Puis là, elle a sorti, puis l'autre a sorti. Puis là, la madame, elle voulait rien faire parce que j'étais là, elle ne savait pas qui j'étais. Puis il a dit, non, pratique-toi pas, c'est un des miens, là. Fait que là, ils ont transporté 4 kilos de riz, puis un peu de pâtes,
dans l'auto. Puis, alors, comment on paye? Il n'y a pas de billets. Dans le pays, à ce moment-ci, il n'y a pas de billets. Parce qu'il y a un manque de billets. Même les billets de monnaie manquent. Ça fait que ils ont fait un transfert de son compte à mon compte, de mon compte à son compte, simplement. Puis là, elle a dit, je l'ai entendu, elle a dit, si vous prenez ça tout de suite, ce serait mieux, parce que la semaine prochaine, ça va monter de 40%. Puis c'est vrai en plus, que tout grimpe à 30-40% de semaine en semaine. Fait qu'à un moment donné, les gens ils viennent qui ne peuvent plus acheter. Ils ne peuvent pas acheter. Fait que ça, j'assistais à ça au moins, là. Alors, ça voulait dire qu'on avait un peu plus, on avait du riz puis des pâtes au moins, pour un peu plus de temps. À la retraite, ça s'est bien passé, parce que j'ai l'impression que les sœurs qui dirigent la maison de retraite doivent avoir des réserves, ou je ne peux pas vous expliquer comment, mais on avait vraiment le suffisant. On était vraiment, tout le monde trouvait qu'on mangeait bien, dans le sens qu'il y avait du riz, il y avait des espèces de légumes. Ils ont des champs énormes, les sœurs, ça fait que probablement que c'était ça. Mais on trouvait qu'on était bien nourris pendant la retraite, au moins c'était bien. Moi, je trouve que ça c'est un des problèmes, certainement, parce que tu dis, demain, c'est quoi? Puis après-demain, c'est toujours les queues, puis pas sûr qu'il y en aura au bout. Pas sûr qu'il y aura quelque chose au bout, quand tu vas arriver. Tu sais, là, quand je voyais qu'il n'y avait pas de pain, je pensais au IGA, où il y a peut-être 24 sortes de pain. C'est vrai, quand on arrive là, c'est impressionnant. Fait que je me disais, c'est sûr, on est dans une autre situation complètement. Donc, au point de vue nourriture, il y a certainement un manque. Certainement. Et comment ça va s'arranger? Ça ne sera pas arrangé demain. Ça ne s'arrange pas demain. Les gens, alors... Et je vais vous donner un exemple. En dehors de notre maison, il y a un couple d'associés qui sont pratiquement des gens que j'ai connus depuis qu'ils étaient au bac et que j'ai baptisé les enfants, etc., etc. Le madame et le monsieur, c'est des gens des professionnels qui travaillaient. Lui, il a pu ce qu'il faisait de point de vue communication, c'est arrêté. Elle a continué à être professeure dans une petite école, quelque chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Pierre, ça me donne pas, ça nous permet pas de manger. Il y a 7 personnes dans la maison. Son père, une dame qui est une grande tante qui est toujours demeurée là, les 3 enfants, puis les 2. Donc c'est impossible. Elle dit, je peux pas. Puis, il n'était pas habitué à vivre comme ça. C'est de la classe moyenne. Alors, elle dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les jeunes vont faire la queue, mais s'il n'y en a pas, quand on revient, mon père, elle pense à son père surtout, là, assez âgé, et l'autre madame, elle dit, quand on n'a rien à leur donner, c'est qu'on tu penses qu'on fait. Fait que ça, c'est classe moyenne, c'est pas des pauvres, là. Ça m'a frappé quand même, là, parce qu'elle dit, en plus, avec l'argent qu'on a, on n'a pas d'argent. Imaginez-vous si le salaire minimum est de 4 ou 5 $ par mois, 4 $ par mois, qu'est-ce que vous pensez que... Alors, il y en a un des deux a une pension, mais il reçoit 5 millions. Sa pension, c'est 5 millions. Donc, ça veut dire 5 $. Alors, quelqu'un ne peut pas vivre de sa pension. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que je vous dis, demandez-moi pas d'analyser. Je trouve ça ridicule. Il n'y a pas d'explication. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Moi, en tout cas, je ne comprends pas. Mais j'essayais de voir les choses, puis je me disais, je vais rencontrer quelque chose de positif un jour. Quelque chose de positif. Mais je n'ai pas rencontré. Je dis peut-être que, comme je disais à la jambe, je ne suis pas assez objectif, peut-être. Mais je n'étais pas capable. Je ne trouvais rien de positif. Après ça, quand on arrive au domaine de la santé, c'est encore pire.
c'est encore pire. Imaginez-vous dans un pays où il n'y a pas de médicaments, par exemple pour la pression, un exemple. Ben, les gens qui souffrent de la haute pression, ils n'ont pas de médicaments. Nous, on a tous beaucoup de médicaments, n'est-ce pas? On est très bien. Donc, cancer et mortalité infantile. Mortalité infantile aussi. Beaucoup. Donc, ça, je pense, c'est une des choses les plus graves. Parce que quand tu vois un de tes amis ou un de tes parents qui est malade et qu'on ne pourra pas soigner parce qu'il n'y a pas de médicaments, c'est révoltant. C'est révoltant. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça très... Les histoires qu'on me racontait étaient vraiment terribles de ce côté-là. Fait que... Alors, le père Rivas, qui a toujours eu besoin de remèdes, et il est en Colombie. Et on a William Colmenares, un prêtre d'une 50 ans, un adulte de 50 ans à peu près, qui a le Parkinson. Donc, cette semaine, il va aller vivre plutôt à Medellín, dans notre infirmerie à San Miguel. Parce que, premièrement, il n'y a pas de remède. On trouve pas, quand il en trouve, ben, tant mieux, mais il n'y en a pas toujours. Et sa situation est terrible, donc il faut absolument qu'il... Alors, la province de Colombie, on dit, amenez-le, on va s'occuper de lui là-bas. Pour dire que même, on est chanceux quand même de... Alors, William, il est très content de pouvoir aller là. Et alors, il va partir, il doit être peut-être parti déjà, il va partir... il va partir en début de semaine. Donc, je pense. Quand tu parles du Venezuela, de la Colombie, est-ce que c'est facile de rentrer en Colombie? Ben, c'est pas facile, mais là, avec ces 15 000 qui passent, là, ils arrivent à... La Colombie a quand même laissé entrer beaucoup de monde. Beaucoup. Mais, je veux dire, il n'y a pas de vol. Tu ne peux pas y aller par avion. Il n'y a pas de vol. Qui marche. Il marche, puis en plus, après ça, il essaie, s'il a un peu d'argent, de prendre des autobus de Colombie pour s'en aller jusqu'à Bogota ou comme ça. En Colombie, il est là sans papier. Ben, alors, il y a des gens qui sont des papiers, parce qu'ils ont réussi à avoir des papiers, mais la majorité sont des sans-papiers. Et la semaine passée, le gouvernement de Colombie a donné de la chance aux sans-papiers. Puis un que je connais qui est là, avec ses papiers, ben, il dit, moi, il faut que je sorte. Ça, c'est pire d'avoir des papiers. Il dit, j'aurais pas d'avoir de papiers. Fait que ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème, vraiment. Alors, il dit, comme je peux pas... Alors, c'est un jeune. Alors, il me disait, comme je peux pas rester... Si je peux pas rester ici, je vais m'en aller au Pérou. Puis je verrai. Si au Pérou, ben, ça fonctionne, ben, tant mieux. Puis si je peux pas, ben, je continuerai jusqu'en Équateur, etc. Fait que c'est du monde en exil. Il y a énormément de monde en exil. Je vois par exemple un couple de professeurs universitaires qui ont été obligés de sortir parce que ça n'allait pas bien avec le gouvernement. Ils sont sortis alors, ils sont à Bogota. Mais essaie donc à 60 ans, 65 ans, d'avoir un poste dans une université. Pas simple, là. Alors, le Minuto les aide à l'université, mais ça ne fait pas vivre quelqu'un, là. 8 heures de cours, ça ne fait pas vivre quelqu'un. Fait que, pour ça, je vous dis, il y a un monde en exil impressionnant. L'état des relations avec la Colombie est assez tendu, là, parce que Maduro aime ça accuser de... Ah ben oui, ben... Ça, c'est sûr. Il y a toujours... C'est l'ancien régime. Puis là, il va s'en prendre au nouveau... Parce que mardi passé, cette semaine, il y a eu la prise de possession du nouveau président de Colombie. Puis là, il va s'en prendre à lui, probablement. Mais avant ça, il parlait avec celui qui sortait, là. Tu sais. Mais il va toujours avoir... Ça va toujours être les autres. Mais, de toute façon, moi, je vous dis... alors, quand je vous parle de... Il y a beaucoup de Vénézuéliens en Colombie.
Ils sont maintenant là, rentrés là. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'ils vont rester là? Est-ce qu'ils peuvent rester là? Parce que, tu sais, là, faut vivre aussi. Faut vivre aussi. Il y a Après beaucoup ça. de Cubains au Venezuela. Pardon? Il y a beaucoup de Cubains au Venezuela encore. Moi, je peux pas vous dire. Il y en a. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je n'ai pas entendu parler tellement des Cubains. Je n'ai pas entendu parler. Je n'ai pas rencontré, puis je n'ai pas entendu parler. Mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Par exemple, un autre problème, on ne pense pas à ça, là. Le transport. Le transport. Il y avait des avions, il y avait beaucoup d'avions internationaux qui venaient là. Là, il n'y en a plus. Par exemple, il y avait peut-être 8-10 vols Caracas-Bogota par jour. Il n'y a plus de vols. C'est fermé. Il n'y a personne qui voyage de Caracas à Bogota en avion. Moi, j'étais obligé de faire le tour, de m'en aller de Newark, Panama, Panama, Caracas, Caracas, Panama, Panama, Bogota. Et alors, quand on se retrouve sur les transports, je voyais un des pères qui est venu à la retraite, de Maturín, c'est à peu près 8 heures de bus jusqu'à Caracas, debout dans l'autobus parce qu'il n'y avait pas de place. C'était la seule manière de venir. Parce qu'il n'y a plus de transport. Un des associés qui était en compagnie avec un autre avait 112 autobus. Il lui en reste 12. Parce que les 100 autres ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de rechange pour les pièces d'auto, etc., etc. Donc, il dit, je me retrouve avec 12 autobus. Il faut que je fasse attention pour qu'ils demeurent. Parce qu'il y a 3 raisons au problème de transport. Le premier, c'est un vieil appareil qui peut... Hein? La deuxième, c'est qu'on attraque... On les... Sur la route, on les attaque. Alors, Maura et son mari, ils nous racontaient comment leurs autobus ont été saccagés. Alors, ils prennent quelqu'un. C'est pour ça que je dis la sécurité, c'est aussi un autre problème. Alors, tu t'en vas en autobus, et ils appellent ça des Miguelitos, quelque chose comme ça. Ils ont toujours des beaux... Miguelitos, c'est des choses qui empêchent, qui brisent les pneus. Donc, ils brisent les pneus, donc ils sont obligés, ils les amènent à côté, ils dévêtissent tous les passagers pour enlever tout l'argent, puis ils les laissent là. Fait qu'il dit, ça c'est un autre problème. Donc, souvent il reste rien de l'autobus quand il part. Fait que ça, c'est un autre problème. Fait que tu montes dans l'autobus, mais tu ne sais pas si tu vas arriver à l'autre bout. Puis, alors, j'ai vu les confrères, là. Les confrères, pour retourner après la retraite, ils ont été à 4 heures du matin le vendredi, le samedi. Puis là, ils ont réussi à avoir un billet pour le mardi. Mais c'est vrai, il faut que tu fasses la queue, là. Des fois, ils vont 2 jours de suite. Avant ça, il n'y avait aucun problème du genre. On montait, on descendait, on revenait, pas de problème. Donc, même ça, même au point de vue transport, Puis il faut avoir de l'argent aussi pour payer ça. Alors, comme il n'y a pas de billets, il faut que tu t'aides des billets pour acheter un... Et comment tu fais? Ben là, tu cherches tes billets. Parce que faut que tu payes comptant. Tu sais que tout le monde a un autobus. Je vous dis, un problème entraîne un autre et un autre et un autre. C'est pour ça que je dis. Fait que là, moi, tout le monde, il y en a 2 qui sont arrivés en retard à la retraite à cause de ça. Tout le monde se comprenait qu'ils pouvaient arriver en retard et ils étaient bien heureux de les voir arriver en plus. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. L'insécurité, impressionnant. Impressionnant. Là, ils te racontent toutes sortes de choses.
raconte toutes sortes de choses, mais c'est vraiment quelque chose. Je sais pas si je peux, il y a beaucoup d'affaires, mais vous avez des questions, ça serait mieux peut-être. Quelqu'un qui va à la banque, là, il y a de l'argent américain, non, disons, est-ce qu'il peut avoir... Quand même. Ben non, c'est pas comme ça. C'est tout au marché noir. Ah oui. Tout au marché noir. Parce que si tu vas à la banque, ils vont te donner rien pratiquement pour le 100 $ américain. Même si eux le chargent beaucoup, ils vont te donner rien. Fait qu'il n'y a personne qui va aller changer un 100 $ à la banque. Ils vont, entre eux, ils vont s'organiser. Par exemple, je vais te donner un exemple. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'eau à la maison. Il n'y avait pas d'eau. Alors, quand il y a 40 personnes dans la maison qui n'ont pas d'eau, c'est quand même assez problématique, n'est-ce pas? Fait que là, j'ai rencontré un des étudiants qui avait l'air à être celui qui s'occupait de la manutention. J'ai dit, mais est-ce qu'il va avoir, Padre Pedro, Noyagua. Fait que j'ai dit, mais est-ce qu'il y a un moyen pour qu'il y ait un peu d'eau? Parce que je voyais arriver les associés qui venaient à la retraite, puis les confrères qui venaient à la retraite. Ça augmentait le nombre de personnes dans la maison. Puis il n'y avait pas d'eau. Fait que comme je suis la personne qui vient d'un pays riche, j'ai dit, c'est qu'on pourrait, il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Il dit, on pourrait peut-être essayer d'avoir un camion-citerne qui apporterait de l'eau. Bon, bien. Donc, camion-citerne. J'ai dit, fais-le venir, puis moi, je vais payer. 100 $. Ça m'a coûté pour peut-être, je ne sais pas combien de 4 ou 5 camions, je pense, ou 6 camions. Donc, on a eu de l'eau. Mais les choses étant ce qu'elles sont, quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'eau dans des tuyaux, quand l'eau est arrivée avec la pression, il y a un tuyau qui a pété. Donc, avarie dans ce coin-là. Avant qu'il alors ferme l'eau, essaie de réparer le tuyau. Ça prend 24 heures pour que ça sèche. Donc, pendant ce temps-là, on n'avait pas d'eau encore. Puis après ça, là, on a eu de l'eau. Mais c'est pour vous dire, tu sais, il y a tout le temps. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est assez compliqué. Mais la vie courante, est-ce que les écoles sont ouvertes? Ah, j'ai mis ça ici, les écoles. Les écoles ferment. Les écoles privées, par exemple. Tu sais, la Sermana Dominicas, il y avait dans les barrios des écoles privées. Un prêtre me disait, il y en a déjà 3 de fermés. 3 de fermés. Et quand j'étais là, il y avait un collège de religieuses, des conceptionnistes, à Club Pico. Il y avait un grand collège. Ils sont venus l'offrir aux provinciales en accomodato. On va vous prêter, on va vous mettre à votre disposition. Parce que nous, on ne peut plus. On ne peut vraiment pas avec la situation, on ne peut plus. Si vous pouvez, on vous le prête, on le met à votre disposition pour que vous apportiez des prêtres qui travaillent dans le collège. Ça peut vous dire un peu la situation, non? Donc, ça veut dire que des collèges, imagine pas, des collèges privés, ça veut dire où on payait. Et les gens ne peuvent pas payer, donc, ils ne peuvent pas payer les professeurs, Fait que les sœurs ont décidé qu'ils ne pouvaient plus, mais ils ne voulaient pas empêcher qu'il se passe quelque chose, donc ils l'offrent. Mais est-ce que les écoles du gouvernement... Les écoles du gouvernement, ils sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles du gouvernement? On enseigne simplement, disons, une certaine théorie. J'appelle pas ça du communisme, même pas du communisme. C'est le culte à la personne, le culte à la personne du président. Ça a l'air que c'est une nullité impressionnante. Le collège qui avait à côté de Baruta, là, le Bousdé. Ah, il est toujours là. Toujours. Il est toujours là, mais c'est la même affaire. Ils ont moins d'élèves. Une des choses que j'ai trouvé bien dans tout ça, les universités aussi ont des problèmes parce que les universités
les professeurs ne sont pas payés, donc ils font la grève, ils arrêtent, etc. Donc les universités d'État, ça ne va pas bien non plus. Et l'université catholique, dont le recteur est un de mes anciens élèves que j'ai rencontré, c'est pour ça que je peux vous en parler, là. Il me disait, on a eu la chance que, c'est comme si une raide, un groupement de jésuites et de familles jésuites, etc., de partout dans le monde, leur ont donné un montant d'argent pour donner des bourses à des étudiants. Donc, il dit, on peut recevoir un certain nombre d'étudiants qui ne peuvent pas aller dans l'université, qui ne peuvent plus continuer à l'université parce que ça ne fonctionne pas, et qu'ils veulent continuer. Donc, ils apportent un petit peu d'argent, et nous, on leur donne une bourse. Donc, il dit, on a plus d'élèves à ce moment-ci en essayant de faire le bien de ce côté-là. Donc, au moins, ils font l'effort d'aider à des étudiants qui vont pouvoir continuer leurs études. Fait, il y en a plusieurs ont arrêté parce qu'ils ne pouvaient pas continuer, pour essayer de ramasser quelque chose pour essayer de vivre. Donc, c'est pour ça que je me dis, tu essaies de voir un point, quelque chose de positif, mais tu ne le vois pas, le positif, tu ne le vois pas. Peut-être, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Est-ce que tu crois que ça va éclater un jour, qu'il y aura une guerre civile? Bien, tout le monde, c'est toujours la question qu'on se pose, mais ça fait 20 ans qu'on se la pose. Ça fait longtemps, là. Ça prend du temps. Angel Oropesa, qui est un grand ami à moi, là, qui est le secrétaire de l'opposition, lui, pour lui, mais ça dépend lui, c'est un docteur en psychologie politique. Lui, c'est la figure pratiquement de l'opposition. Et c'est un monsieur très, très pondéré. Il a 60 ans. C'est un monsieur pondéré, qui ne parle pas fort, il ne crie pas. Donc, ça a de la force quand même. Quand on l'interroge des fois à la télévision, il a de la force. Et je sens que le gouvernement en a peur. Parce que quand il est venu me chercher, à 1h du matin, là, j'arrive, puis là, je vois un auto assez, pas un bel auto, un vieil auto, mais il y avait un chauffeur. Alors, l'opposition lui avait mis un chauffeur pour pas qu'il aille seul. Alors, on était le provincial, lui, le chauffeur et moi. À un moment donné, il dit, fais semblant de rien, mais il dit, regarde par en arrière. Et il y avait un auto de la disciple qui le suivait. La disciple, c'est la division d'intelligence, le policier. Il dit, on me suit, on m'arrête, on me demande où je vais, d'où je viens, etc. Fait, il dit, dans le fond, là, je vis dans une dictature. Alors, ce bonhomme qui fait l'analyse et qui essaie de voir, l'année dernière, il y a eu 3 grandes manifestations, des centaines de mille dans la rue pour manifester contre le régime. Il y a eu 140 morts de jeunes. 140 morts. Donc, il dit, moi, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus permettre qu'il y ait 140 morts. C'est pas possible. Et je veux pas qu'il y ait un bain de sang. Alors, c'est ça qui divise l'opposition. Il y a l'opposition, il y a des gens qui voudraient avoir un coup d'État demain matin, d'autres que M. Trump envahisse le pays, toutes sortes pour en finir, tu sais, là. Mais lui, il n'est pas comme ça, il veut pas ça. Il dit, si jamais Trump venait envahir le pays, ça serait pire. Parce que tout l'univers, tous les pays seraient contre l'invasion d'un pays, donc M. Maduro sortirait quasiment victorieux. Donc, pour pas ça. Alors, il fait de l'analyse comme ça, et à la fin, il dit, je ne désire qu'un jour, on ait des élections vraies. Parce que les dernières élections, c'était affreux. Mais
Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec lui parce que lui, c'est trop, moi je dirais ça, il est trop pacifique d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à la question, même l'opposition n'est pas cherche elle aussi, mais tout le monde n'a pas la même opinion. Un coup d'État demain matin, c'est pas, tu sais là, c'est un bain de sang. J'ai parlé aussi avec un chapelain militaire qui s'appelle Carlos Porras, que plusieurs que vous connaissez, un ancien élève du père Comro, etc., etc. Il m'a dit, lui, il est quand même il est chapelain militaire. Il dit, avec ce système, toutes les institutions sont détruites. Même l'armée. Même l'armée. Dans le sens que, il dit, si tu regardes l'armée, plusieurs généraux n'étaient pas d'accord avec bien des choses du système. S'ils ont levé la voix, ils sont en prison. Et d'autres, qui ont, après avoir vu ce qui se passait et qui n'étaient pas d'accord, ils ont déserté, donc sont en dehors du pays. Des déserteurs. Des déserteurs. Donc, il dit, il reste dans l'armée, ben, il reste ceux qui se graissent de l'argent avec le pays. Donc, il dit, c'est une institution qui n'est plus celle que tu connaissais, qui existait. C'est quand même grave, ça aussi. C'est grave. Mais comment vit l'État? Est-ce qu'il y a encore plus de pétrole? Il reste, en 72 ou 73, je ne me rappelle pas trop, là, on a nationalisé le pétrole. Vous vous rappelez, je me rappelle, Julien Marie et moi, on avait reçu Claude Ryan, qui était venu pour la circonstance. Je me rappelle de ça. Donc, aujourd'hui, alors on avait ce qu'on appelait la compagnie PDVSA, qui régissait tout le pétrole du pays. C'est le pays où il y a le plus de gisements pétrolifiques au monde. Donc, il n'y a pas de raison d'être pauvre. Mais, il y a deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, ça fonctionne à 30%. Alors, les raffineries sont fermées, les puits de pétrole, 30%. C'est quelque chose, 30%. Après ça, ils ont vendu 20 ans d'avance un nombre impressionnant de pétrole qu'ils ne peuvent pratiquement plus donner, même s'ils l'ont vendu déjà, à la Chine. 20 ans d'avance. Fait que, est-ce qu'ils ont reçu l'argent? Tout le monde dit qu'ils ont reçu l'argent, puis qu'ils l'ont dépensé, puis que là, ils ne savent pas comment faire pour envoyer du pétrole. Fait que la richesse du pays est aussi compliquée, détruite, si on peut dire, hein, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une autre situation. C'est une situation qui fait que le pays est encore moins riche. Fait que c'est ça. Mais quels sont les... Bon, il y a Cuba, là, mais quels sont les pays, d'après toi, qui soutiennent le gouvernement actuel? Est-ce qu'il y en a? Ce qu'on dit là, la Chine, la Russie, ben Cuba, naturellement, le Zimbabwe. Le Zimbabwe, ben, c'est simplement que c'est un autre dictateur et ils ont une certaine relation avec eux. Mais quand je regardais certaines choses qui arrivaient, là, ça ressemblait à ce que j'avais vu à Cuba en 1995. Il n'y a plus de pâte à dents, il n'y a pas de savon. C'est la même chose. Il n'y avait pas de papier de toilette, il n'y avait pas de papier. Fait que quand on regarde ça, pas de papier de toilette, pas de savon, pas de pâte à dents. Tu sais, là? Je me suis rendu compte de ça, tout simplement, parce que le Gordo Fernando, à la retraite, il est venu me demander du savon. Il dit, ça fait des semaines que j'ai pas de savon. Fait que ça a donné que j'avais un savon dans mon affaire,
Puis les sœurs avaient mis un petit morceau de savon dans la chambre, donc j'y ai donné. T'es content? C'est là. Fait que quand on se regarde des fois ici, là, puis on regarde le manque, appelons ça le manque qu'il y a là, on se dit ici, là, on n'a pas le droit de gaspiller. On n'a pas le droit de gaspiller. Le matin, je pensais à ça quand je voyais l'eau. Je voyais l'eau dans le robinet, puis je disais, hey, faut pas que je gaspille d'eau, là. Je vais le fermer, puis je vais me raser, puis après, je vais l'ouvrir. Parce que tu n'as pas le droit, quand tu vois ça, tu dis, tu n'as pas le droit de gaspiller de l'eau, voyons. C'est un peu ça que je dis quand je vois ça. Et si on regarde toutes les autres affaires, c'est la même affaire. Tu sais, là. Ils n'ont vraiment pas d'argent. Ils n'ont vraiment pas d'argent. La chance, c'est qu'ils ont mis, les EDIS ont mis un peu d'argent ici, puis de temps en temps, ils peuvent leur envoyer quelque chose. Mais ils ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils gagnent. Impossible. C'est ridicule. Il reste 3 autos. 3 autos à la communauté. 2 autos que j'avais achetées quand j'étais provincial, en 2005, qui vont très bien. Si jamais vous avez une auto, vous pouvez vous acheter une Fiat. Parce que ces 2 autos vont très bien. Mais ils disent, jusqu'à ce qu'il y ait un manque, qu'une pièce manque, parce que là, il n'y aura pas de pièce de rechange, donc on ne pourra pas le réparer. Mais pour le moment, ils sont du bois, ils vont bien. C'est comme ça, c'est très fragile. Et quel est l'état psychologique là, de ces gens-là? Est-ce Ben, qu'ils sont malheureux? Moi, j'ai vu des gens amaigris. Ça m'a frappé aussi. Des gens que je connaissais assez gordos, ça peut dire, assez bien, mais vraiment amaigris. Vraiment amaigris. Alors, je me demandais des fois si c'était pas psychologique plus que d'autres choses. Dans le sens que, tu sais, la force de vivre comme ça, ça doit aussi influencer sur le système, sur le corps, certainement. Puis, il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de gens... Ce qui m'a frappé aussi, c'est l'assistance à l'Église. Beaucoup de gens à l'Église. Beaucoup de gens. Imaginez-vous, j'ai célébré la messe un mardi soir. Moi qui suis en Nouvelle-Écosse, je ne suis pas habitué de voir des églises pleines. C'est pas l'habitude que je vois par là. Une église bondée. Puis les gens ne savaient même pas que j'y allais, là. C'est pas à cause de moi, là. Fait qu'une église bondée, le mardi soir. Puis là, quand ils m'ont vu, etc., on est venu prier pour notre pays, tu sais, là. Vous leur donnez la communion? Est-ce que vous pouvez leur donner la communion? Ben, ça, c'est un autre problème, le manque d'hosties. À la Semaine Sainte, ils avaient apporté 400 000 hosties de Colombie. Là, on fait attention, on les coupe en 2, etc. Pour faire passer quelque chose à la frontière, par exemple, l'automobile, il y a un morceau qui fait défaut. Un Colombien peut leur faire un cadeau s'il passe pas. Oui, mais aux douanes. c'est très compliqué. C'est très compliqué. Puis ça coûte, comme ça coûte cher, en plus, qui va l'acheter? J'ai vu plusieurs de mes amis, là, ils ont l'auto dans le stationnement, mais ça coûte trop cher. Même l'huile, pour changer l'huile, j'ai vu là, les confrères qui cherchaient comment est-ce qu'on va faire pour en trouver la moins chère possible. Changer l'huile, tu sais, là, tu penses pas à ça, tu vas au garage, tu changes l'huile. Mais là, c'est pas comme ça, pas en tout. Il fallait qu'ils achètent premièrement l'huile, puis la changer eux. Parce que, il y a un de nos amis qui sait comment faire, ça fait que. Non, tu sais. Pour ça que quand on se regarde ici, là, je dis qu'on. Mais toi, comment tu as fait, comme tu viens de l'extérieur, tout ça, tu n'as pas eu de difficulté à entrer? Ben, premièrement, je suis entré à 1h du matin. À 1h du matin, il n'y a pas tellement de... C'est moins pire, je pense. Tu sais, là, les gens, on disait, on va aller se coucher bien vite, là, tu sais. En tout cas, j'ai vraiment pas eu de problème. Ça, je dois le reconnaître, j'ai pas eu de problème. Pas eu de problème.
Fouiller tes bagages. Non, ils n'ont même pas fouillé. Ah oui? Je pensais qu'ils allaient fouiller. Mais non, ils n'ont pas fouillé. Ça l'a passé dans un... Avais-tu un visa? Non, on n'a pas de visa. On n'a pas encore besoin de visa. Du Venezuela. Comme visiteur, on n'a pas besoin de visa. Tu peux rester combien de temps? Je pense que c'est 3 mois le maximum. Mais en tout cas, ils m'ont demandé combien de temps je restais. J'ai dit 15 jours, 3 semaines, puis il n'y a pas de problème. Peut-être que... Mais d'autres m'ont dit qu'ils leur font beaucoup de problèmes des fois. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas, c'est tellement pas la... Pour ça que je me disais, peut-être à cause que je suis arrivé à 1h du matin. Parce que d'autres ont dit qu'ils leur faisaient beaucoup de problèmes à l'arrivée. J'ai même entendu dire qu'on a enlevé certaines choses. Un père qui rentrait, qui venait de l'extérieur, il rentrait au pays. C'est aussi vrai, ça. Il y en a qui ont dit qu'ils avaient essayé de rentrer des remèdes et des médicaments et qu'on leur avait enlevé. Donc, si on les enlève, c'est pour les donner à d'autres, simplement. Je me souviens d'une des dernières années que quand là est venu, je parlais du savon dans l'eau. Et il m'avait demandé d'aller au magasin pour acheter. J'avais acheté plusieurs savons. Maintenant, c'est pas grave. Ah oui. Ça m'explique. Ah oui, c'est exact. Mais avoir su, je rapportais pas du savon, mais ça ne m'est pas passé par la tête. Ça m'a rapporté, et surtout du papier. Parce que j'avais fait une conférence, puis on aimerait ça l'avoir. Mais il n'y avait pas de papier pour l'imprimer. Enfin, il y en a imprimé 20 copies. Parce que c'était tout ce qu'il y avait. L'électricité, Pardon? L'électricité. Ben, elle arrive par part. Une journée, on a été à peu près 6 heures sans électricité. Donc, à part, puis elle revient. À part, puis Ça, c'est en ville. en ville. Mais à l'intérieur, ça a l'air que c'est pire. Voilà. Donc, si vous voulez, on va faire une petite prière pour le Venezuela. Seigneur Jésus, je te remercie de nous permettre de partager ce que nos frères vivent. Devant cette réalité, on implore une fois de plus ta miséricorde, ta bonté, et que tu puisses leur donner aussi l'espérance dont ils ont besoin pour continuer la route. Bénis chacun d'eux, bénis ce pays, pour que le Seigneur puisse régner et pour que la vie puisse reprendre et qu'il puisse te louer et te bénir pour toujours. Amen. Merci beaucoup. Ferme-le. Alors, merci Pierre. Je sais qu'il y a plusieurs confrères qui ont donné plusieurs années de leur vie en ministère là-bas. Je pense que ça va les unir davantage à ce qui se vit au Venezuela. Parce qu'on garde toujours une place, je pense, dans notre cœur pour les endroits où on a passé. Donc, merci beaucoup de conduire.